Je trouve que la musique en 2026, c'est beaucoup d'humains qui sont en face d'un ordinateur sur leur lit avec un oreiller derrière leur dos. C'est très statique et ça fait que la musique, il y a un truc qui est un peu moins organique. Je trouve que quand on est sur scène, en fait, on se rend compte à quel point notre musique a la capacité d'avoir une dimension 3D. Mais si on n'a pas cette incursion au moment où on fait la musique, ben, ça rend les choses un peu plus petites. Ouais. Et en fait, sur scène, on se dit « Ah putain, j'aimerais trop rajouter un bridge là, ou j'ai trop envie de rajouter, je changer la basse pour que ce soit plus dynamique, plus grand. » Et de ce truc d'être en mouvement avec ta musique, ça les pousse à les triturer pour les rendre un peu plus vivants, un peu plus dynamiques. Ce que tu veux dire, c'est qu'il faut que ton corps, quelque part, soit en action quand tu composes, quand tu crées, pour que, une fois que tu joues la musique, justement, les autres corps de ceux qui écoutent soient en mouvement. C'est ce que j'essaie de faire, c'est dur parce que parfois on n'a pas envie de bouger, on est là, on a juste envie de faire son truc. Mais je trouve ça hyper bénéfique. Déjà de 1, parce que du coup ça nous donne un bon signal de dire ok, est-ce que ce morceau ça me donne envie de bouger d'une certaine manière. Et de 2, ça permet de sortir de sa tête et d'être plus dans un état de subconscient. Et je trouve que c'est le meilleur état pour créer. La nouvelle star de la pop française, c'est elle, Miki, de son vrai nom Michaela Duplay, née à Nice, grandie au Luxembourg, devenue une sensation sur les réseaux sociaux dès la sortie de ses premières chansons, dont le fameux Échec et mat. Pour moi c'était cringe de chanter échec, chèque, chèque et mat. Ouais, je sais pas. Ah si. Échec, chèque, chèque et mat. Après un album intitulé Industrie Plante, un concert à l'Olympia, un passage à la Starac de TF1 et 2 nominations aux Victoires de la musique, la voici à seulement 27 ans, au centre de l'attention médiatique. Quand on enchaîne les promos, les concerts et tout, et qu'on fait plus de musique, en fait on comprend même plus pourquoi on fait de la promo. On dit mais pourquoi je fais cette interview, de quoi j'ai parlé, alors qu'en ce moment je fais pas de musique. Moi, j'ai voulu savoir qui était vraiment Miki, comment elle concevait ses morceaux et plus largement comment on fait de la musique aujourd'hui, à l'heure de TikTok, Spotify, l'autotune, bref, en 2026. Il y a eu une discussion que j'ai eue avec Pierre Cornet, qui est le patron de mon label, qui est un homme très intelligent, qui est un homme complètement fou, dans le bon sens, passionné de musique, et qui me disait qu'il ne comprenait pas la dichotomie entre la personne que j'étais dans la vraie vie, qui pour lui me considérait comme quelqu'un de tellement spontané, tellement brut, enfin voilà, un peu zinzin, un peu tout ça. Et il dit mais pourquoi je retrouve pas ça dans tes textes? Et il me disait mais tu suffis en tant que tel, enfin sois toi-même quoi, enfin vraiment, sois toi-même. Mais c'est pas genre il est dans le studio avec moi, il me dit ok c'est ça, non, juste on a une conversation au bout de 3 pintes, il me lâche ça et du coup j'avais ça en tête et j'ai écrit Cartoon Sex. On me dit souvent que j'ai une tête de chat, c'est peut-être pour ça que je suis allergique à moi. À l'époque évidemment t'étais complètement inconnu, et puis tu fais des morceaux, le EP Graou qui a un immense succès tout de suite, tu te retrouves au centre des projecteurs et effectivement il y a des paroles, notamment Motherload, où en fait qui sont hyper directes. Notamment sur ta famille. Ah oui, comme la fois dans cette cage escalier, mon père a dit à ma mère qu'il ne parierait pas un sou pour en copex sur moi, car j'en vaux pas la peine, car je suis pas assez bien, car je vais dans un autre monde qui sert à rien, que je fais pute avec mon eyeliner, que je suis la raison pourquoi il divorcerait, que je suis égoïste. J'imagine que quand tu l'écris, tu te rends pas compte que ta famille va l'écouter et il s'en est suivi justement des discussions avec ton père. Tu l'as un petit peu dit. Comment ça s'est passé cette période-là? Et j'imagine que c'est pas évident une fois qu'on dit je vais être moi-même, t'es toi-même, et puis après il y a la réception du truc où on se dit oula. Ouais. Exactement. Oui, je pense que je me rendais pas du tout compte que les gens allaient... Je sais pas pourquoi, j'ai l'impression qu'il y a toujours une espèce de vitre entre ma vie et ma famille au Luxembourg. Et même quand je rentre au Luxembourg, c'est comme si je suis dans un autre espace-temps. Et puisque j'ai des parents, mon papa il a 71 ans, ma maman elle en a 65. Quand on parle de musique, je sais qu'on se comprend pas vraiment. Du coup, j'essaie de converser avec eux, mais il y a quand même un stade où je sais pas à quel point on se comprend, quoi. Parce qu'il y a vraiment un gap trop grand, et donc je me dis que même eux, je sais pas si ça les intéresse. Enfin, quand j'ai commencé, je savais pas si ça les intéressait vraiment ce que je faisais. Et même ma mère, tu vois... Qui était une chanteuse lyrique amatrice quand même. Elle était un peu dans la musique quand même. Voilà, c'est ça. Mais pour elle, ce qui est important, c'est l'aura, c'est le fait de chanter, tout ça. Je pensais pas qu'ils écouteraient les paroles. Mes parents, ils étaient pas du tout au courant de ce qui m'arrivait au début. En fait, mon père, il a que capté que c'était quelque chose de réel quand il y a eu le premier papier pour Libération il y a 1 an. Qu'est-ce qu'il s'est dit? Il s'est dit super, ça marche ton truc.
Mais d'une manière très, très, très bienveillante. Mais je pense que pour les parents, tant qu'on n'y voit pas ça, tant qu'on n'est pas reconnu publiquement par des entités respectées, qui sont les médias ou les journaux ou la presse, c'est du jeu qu'on essaye, on verra. Mais il a lu l'article de Libé avant ou après avoir écouté Motherlode ou justement C'était pas sorti encore. D'accord. C'était pas sorti encore et Motherlode, ça m'a permis quand même de pouvoir lui dire plein de choses que j'ai pas réussi à lui dire auparavant et en fait ça a apaisé beaucoup de choses. Même si c'était très dur au début. J'ai pu faire passer un message et moi j'ai pu aussi m'émanciper de la position de petite dernière que j'ai toujours eue dans ma famille, quoi. De petite dernière, de la fille, de l'enfant. Et de dire ok, c'est ça et j'assume. Mais après bon, je dis que j'assume et encore une fois à Noël, papa il me parle de Vincent McCain, tu dis que tu touches en Vincent McCain et je suis en mode genre non mais parle pas de ça et je suis en mode genre bah oui faut assumer et je suis en mode genre ouais j'avoue. Je suis encore dans ces trucs-là où, tu vois, j'arrive toujours pas à faire le lien qu'on vit encore dans le même monde. En fait, il peut écouter les morceaux que je fais quand je suis vraiment dans ma bulle, quoi. Je me sers de mes sanglots pour me faire des cafés. Je me touche en pensant à Vincent McCain. Et je me demande comment toi tu le vis, parce qu'effectivement, je me touche en pensant à Vincent McCain, c'est marrant. Oui. Mais à partir du moment où tout le monde se l'approprie et te le ressort, j'imagine que c'est peut-être moins marrant. Est-ce que toi, ça a changé ta façon d'écrire, tout ça, le fait d'écrire des choses sur ton père, sur ta mère, sur ta sœur aussi, et d'avoir des retours de eux, est-ce que du coup tu te censures plus ? Je pense que j'ai fait beaucoup plus gaffe pendant l'album, ouais. J'ai fait beaucoup plus gaffe et je sais que ça peut faire du mal, beaucoup de mal. Et donc, ouais, je fais gaffe. Je fais gaffe, mais après, ça m'empêche pas de les écrire. Donc, il y a plein de trucs que j'ai écrits qui pourraient faire beaucoup de mal à beaucoup de gens. Mais peut-être que pour l'instant, je les garde pour moi. Parce que c'est un peu inhérent à la littérature. Tous les écrivains, quelque part, ils s'engueulent avec leur famille. Ouais. Alors, c'est pas le but, mais c'est difficile si on veut être honnête. Parce que tu cherches à une sorte d'honnêteté, de vérité dans ce que tu écris. Ouais. Mais je sais pas comment on fait pour être à la fois vrai et fâcher personne. Je pense qu'il y a des symboles qui se créent en fait par la suite. Moi, je viens de tilter qu'en fait Roger Rabbit, ça parlait de quelqu'un de vrai, mais pas dans le premier degré, pas premier sens. J'ai pas été victime de pédophilie ou quoi que ce soit. Oui, parce que Roger Rabbit, pour recadrer ceux qui ne connaissent pas, c'est une chanson qui parle de pédophilie avec un rythme d'ailleurs très pop. Et je me suis rendu compte par après que c'était le symbole d'une personne dans ma vie qui était voilà ça, une personne qui se fait passer pour quelqu'un de bon, mais en fait au fond il est là pour me détruire, quoi. Et il a été pour moi je sais pas pourquoi j'en ai parlé à ce moment-là de Roger Rabbit, mais en fait je me suis rendu compte que maintenant que ça parlait aussi de cette personne-là, mais je suis passée à travers beaucoup de chemins pour en parler. Mais on se rend compte bien après, en fait, des raisons pourquoi on parle de certains sujets dans les morceaux. Mais est-ce qu'il y a des choses que tu ne réécrirais plus ? Non, je crois que j'assume quand même tout ce que je dis, quand même. Je suis contente de l'avoir fait, je suis contente de l'avoir dit. Pareil, je t'en parle parce que c'est public et que tu l'as écrit dans une chanson. Il y a un professeur de tennis qui m'a touché là où il fallait pas. J'ai les cuisses qui se touchent parfois. J'ai des balivernes quand on m'écoute pas. J'ai un prof de tennis qui m'a touché là où il fallait pas. Depuis j'ai un peu ping-pong, ding-dong. C'est hyper violent d'une certaine façon de le dire, de l'écrire. Et ça, pareil, je me rendais pas compte à quel point les gens ils trouvent ça violent. En fait, je pense que les gens ils se rendent pas compte à quel point ça peut être beaucoup plus trash et qu'en vrai, je suis en train de faire la version PG-13 de tout ce que j'écris. C'est hyper soft, moi, je trouve. Et donc, du coup, quand les gens, ils réagissent, ils ont réagi comme ça à la sortie de l'EP, je suis en mode genre, ah ouais, c'est vrai, j'ai dit des trucs de ouf, j'ai dit un truc de ouf, là, ou... J'avais pas capté que je disais vraiment des trucs de ouf. Ok. Enfin, ouais, je sais pas. Après, t'as un truc qui te caractérise, c'est les contrastes. C'est-à-dire que, par exemple, il y a un professeur de tennis qui m'a touché là où il fallait pas. La phrase d'après, c'est « je suis devenu ping-pong ding-dong ». Donc, on bascule sur complètement autre chose. Roger Rabbit qui parle de pédophilie, la rythmique, elle est très pop. Enfin, tout le temps,
tu joues avec ça. Il y a même une chanson, tu dis il n'y aura pas de refrain, et puis après, refrain surprise. Oui. Donc c'est conscientisé, ça. C'est Oui. quelque chose que tu fais volontairement. Alors oui, il y a des... Après, parfois c'est volontaire, parfois c'est pas volontaire, mais de manière générale, je trouve que le contraste, c'est la meilleure manière de souligner un message. Si c'est que blanc, on verra plus rien. Si on met du noir sur du blanc, tout d'un coup, le blanc il devient très blanc. Parce que c'est la manière la plus forte, la plus subtile aussi, de laisser les auditeurs s'approprier ce qu'ils veulent, quoi. Ça les met en valeur, les deux opposés. C'est le yin et le yang. Et pareil, sur Je t'aime encore, hein, ta chanson Je t'aime encore, j'ai vu que en fait, il y a des mots qui sont coupés dans le premier couplet et qui se retrouvent dans le refrain, c'est ça ? Alors c'était au début un tricks qu'un producteur avec qui j'avais travaillé auparavant avait fait, mais avec des mots qui faisaient pas sens. Et j'avais vu faire ça, de faire ce truc de répétition, et en fait on avait l'impression que ça disait quelque chose. Et en fait, je me suis dit qu'il serait trop bien de le faire avec un message et que le message il dise le contraire du couplet. Comme ça, en fait, j'arrive à dire ce que j'ai envie de dire sans vraiment le dire. Et en fait, c'est un message secret dans le couplet. Les débuts de chaque syllabe, en fait, si on les met les unes à côté des autres, ça fait « je t'aime encore, ne m'oublie pas, va droit devant toi sans te retourner ». Et ouais, j'ai trouvé ça super ludique à faire. Est-ce que dans la façon dont tu conçois tes chansons, il y a des choses que tu n'arrives pas à faire aujourd'hui et sur lesquelles tu aimerais progresser ? Tellement. Enfin, je pourrais... La liste est infinie. Alors, un truc. Un truc de pouvoir jouer exactement au piano ce que j'ai dans la tête, déjà. C'est pour ça que là, je me suis remise à déchiffrer des partitions, à me remettre dans la théorie musicale. Tu prends des cours de guitare, je crois ? Ouais, j'ai repris des cours de guitare. Bon, là, j'ai mis un peu sur pause. Là, j'ai envie de pouvoir me spécialiser dans quelque chose, parce que je me dis, OK, bon, je peux tout faire de A à Z, mais je me sens pas capable de faire chaque partie du travail parfaitement. Enfin, pas parfaitement, mais qu'il y ait une fluidité entre mes idées et l'exécution. Qu'il n'y ait pas de moments où je suis en mode genre, ah putain, moi je vais demander à ChatGPT. Heureusement que ChatGPT existe d'ailleurs. Tu lui demandes quoi à ChatGPT ? Je lui demande pourquoi est-ce que mon BPM, alors que je suis branchée en MIDI, pourquoi ma drum machine elle se ligne pas au tempo de ma session Ableton. Ça avant, ce genre de truc, ça m'aurait empêché de continuer. J'aurais arrêté, ça m'aurait saoulé, j'aurais dit ok, j'arrête. Et là maintenant, ils me donnent des solutions, ils me disent ok, quand tu vas dans tes préférences dans ta machine, que tu dois cocher cette case, est-ce que ça marche ? Je regarde, ça marche, je me dis oh putain, trop bien. Tu dois pas appeler un tel pour dire écoute mec, désolé, je sais que t'es avec ta famille là, mais alors un gros problème. Oui, c'est ça. T'as ChatGPT qui est là. J'ai vraiment ce truc-là, en tant que petite sœur, j'ai toujours ce truc en mode... Il y a un problème avec la télé, je crie « Emmanuel !» Le nom de mon frère, et il arrive, il me trouve une solution. Et voilà, donc je trouve que quand même ChatGPT, c'est un super outil pour se sortir les doigts du huc. Il y a un truc moi, qui me passionne dans la musique, c'est la production. Mais la production dans le sens, la texture du son. Et en plus, il y a des périodes, c'est-à-dire que par exemple, les années 80, et le son, on reconnaît un morceau des années 80, le son des ordinateurs, les années 90, le grunge, Nirvana, les Pixies, tout ça. Pour toi, c'est quoi, si tu devais dire, allez, 1, 2, 3 mots pour qualifier la texture de ton son, à toi ? La texture de mon son, je sais pas comment le dire bien en français, mais je pense qu'elle est chorusée. Enfin, comment dire ? Elle est dépitchée. Sur 2 notes qui se suivent, on va mettre un effet qui va shifter le son et qui va le mettre un tout petit peu en dessous de sa note, qui va pas le rendre exact. Ça va pas être un do, ça va être un do un peu moins. Et donc du coup, ça donne un effet un petit peu tordu, un peu psychédélique, qui fait qu'on dirait que le son il est un peu en train de se plaindre, ou il est un peu foncedé, il a pas envie de sortir de son lit quoi. Je sais pas comment dire. Mais oui, donc un son pitch qui sort... shifté. Pitch, il est pitch, le shift, le pitch, je shift le pitch. Pitch, je shift. Je dirais qu'il est piquant aussi. Et je dirais qu'il est sinueux. Vangelis, par exemple, dans l'Apocalypse des animaux ou dans la Blade Runner, c'est très sinueux, quoi. C'est vraiment les sons ronds,
sont assez réconfortants. Est-ce que toi, t'aimes bien quand le son est un peu crade? Enfin, moi, par exemple, j'aime bien. Je me rappelle, il y avait un album de Clap Your Hands Say Yeah, qui est un vieux groupe, qui a été produit par Dave Friedman des Flaming Lips sur leur deuxième album. Et en fait, le premier morceau, c'était Some Loud Thunder. Et en fait, il avait poussé les potards au maximum. Et en fait, les gens pensaient que c'était une démo, tellement c'était saturé. Et en fait, il dit non, c'est la prod. Est-ce que toi, tu as une volonté de salir un peu le son, ou au contraire, tu préfères quand c'est net? Ah non, mais j'aime beaucoup salir. J'aime beaucoup salir et corrompre le son, le faire glitcher. J'adore les glitches. Ouais. J'adore les glitches et voilà, quelqu'un comme Square Pusher, il a vraiment une musique qui glitch énormément. De créer du hasard en fait dans la musique qui crée une deuxième lecture de musique quoi. Après dans l'album s'il y a beaucoup de statuts et tout, ça vient plutôt de la patte de Lucas V. C'est un producteur, compositeur qui a travaillé sur mon projet. Lui voilà, il a un rapport à la musique. Voilà, je pense que si c'était un plugin, ce serait Décapitator quoi. Genre, le mec, il sature tout à fond et ça fait vraiment partie de sa texture, quoi. C'est sa voix à lui. Moi, j'aime bien faire glitcher les sons. Ouais. Il y a l'autotune. Qu'est-ce que t'en penses, l'autotune? Il y a plein de gens qui disent ouais, ils savent plus chanter, mais l'autotune, et puis il y en a qui disent ah non, c'est cool. Toi, c'est quoi La première fois que j'avais entendu une chanteuse de pop francophone utiliser de l'autotune, c'était Ilyona. Et c'était pendant le Covid, avec son morceau Reste. Et au début, quand j'ai entendu ça, en fait, je crois que les meilleurs morceaux, c'est quand tu les écoutes, au début, t'aimes pas. Et ensuite, tu finis par les aimer, quoi. Et c'était un morceau, je me suis dit, mais pourquoi elle met de l'autotune? Elle est folle ou quoi? Et ça a fini par être un des morceaux que j'ai le plus écouté cette année-là. Je me cachais presque pour pouvoir l'écouter dans les autres. Qu'est-ce que t'aimes dans l'autotune? Moi, ça me ramène à la voix d'une machine, quoi. Et je suis quelqu'un qui est extrêmement ému, touché par les machines, par les robots, par les synthétiseurs. Par la science-fiction? La science-fiction, voilà, tout ce qui est de l'ordre d'avoir un objet non humain qui est programmé pour avoir une certaine mission sur Terre. Et cette voix-là, maintenant, ça me touche autant qu'un vocodeur, quoi. Donc un vocodeur, c'est un synthé qui va imiter une voix humaine, mais c'est quand même des synthés. On pourrait dire que ça manque d'humanité. Oui, mais ça me va. Moi, j'aime bien. Ok. Ça me touche. Moi, ça me touche les choses qui manquent d'humanité. C'est marrant cette phrase. Alors c'est marrant parce que j'en ai parlé avec un gars et qui m'avait dit, je sais ce qui te touche, c'est le fait qu'ils soient complètement seuls, ces machines. Que toi, t'as des amis, t'as ta famille et tout, mais ces machines, elles sont seules. Et je me suis dit, peut-être. Et la solitude, même tes clips sont dans des lieux abandonnés, les centrales nucléaires, et tout. Les lieux en fait un peu urbains, mais on sait pas trop. C'est aussi un truc qui te caractérise, quoi. Ouais, j'adore ça. En fait, j'aime bien le fait de pouvoir créer une réalité augmentée, bien de pouvoir représenter ce que j'aimerais voir de la réalité. Et je pense que c'était une volonté, en tout cas avec ce projet Graou, Industrie Plante et tout, d'utiliser des moyens qui sont identifiables. Donc tout est filmé à l'iPhone. Ouais. Tous les décors que j'utilise sont réels, ils existent vraiment. Le Buffalo Grill. Et voilà, le Buffalo Grill, le de l'Ange, là où j'ai tourné le clip de Roger Rabbit. Tous les décors de Scorpion sont dans Scorpion. Pareil, le village Disney, je l'ai pas inventé, il existe vraiment. Mais j'aime bien leur donner un switch qui fait qu'on a l'impression que c'est pas la Terre, quoi. Enfin, on est un peu dans un monde parallèle, mais après tout ça, c'est une question aussi d'étalonnage. On change quelques petits paramètres et on a l'impression qu'on est dans un autre monde. Et je pense que c'est... Comme les gens, ils peuvent être sensibles à certains objets, on comprend pas pourquoi, c'est parce qu'ils ont leur propre narration au fond d'eux, ils ont leur propre narration qu'ils ont envie de donner à quelque chose qui existe vraiment, mais qui semble normal pour tout le monde. Et je pense que c'est ce que j'aimerais faire, quoi. C'est de pouvoir faire voir les gens à travers mes lunettes, ouais. Mais quelque chose qui existe vraiment tout autour de nous, quoi, donc auquel on peut vraiment s'approprier et s'identifier. Après, il y a un truc, c'est que aujourd'hui, là, en 2026, quand on fait de la musique, est-ce que finalement on fait de la musique ou est-ce qu'on crée des univers? Parce que chaque artiste, maintenant d'ailleurs, il n'y a qu'à écouter à la Starac ou
The Voice, tout ça, chacun parle d'un univers. Comme si chanter ne suffisait pas. Il fallait avoir un univers. Toi, justement, tu as un univers, c'est-à-dire que tu l'as vachement développé, c'est toi qui fais tes clips, tu as instauré une esthétique. Dans quelle mesure c'est important pour toi de ne pas faire seulement de la musique, mais de faire un univers? C'est pas un choix, en fait, je peux pas faire autrement. Pour moi, c'est la même chose, le cinéma, la musique, c'est juste un vecteur pour que je puisse raconter une histoire. En fait, moi, j'ai envie, là, de refaire un clip où je combine tous mes anciens clips. Ah ouais? Ouais. Et j'ai envie de les combiner j'ai envie de faire un truc un peu comme ça. Pourquoi? Parce que, en fait, je reste la même fille, en fait. Je pense qu'au début, où il y a eu le déclic avec Grao et tout, je me suis dit qu'il y avait fallait faire table rase, parce que voilà... j'avais compris quelque chose, et j'étais en mode genre, ouais, vas-y, c'est bon, je passe à une autre étape de ma vie. Alors qu'en fait, au fond, petit à petit, je reviens à ce que je faisais au début. C'est-à-dire? D'être juste une fille avec ses cousines qui font de la merde devant un supermarché, quoi. Au fond, c'est ça. Un jour j'ai pris des champis avec ma mère. Moi j'étais fly et elle a bégère. Je sais pas ce que je cherchais ce jour-là, mais j'ai compris qu'on se tapait le même délire, elle et moi. Et là on a retourné des trucs à Noël, c'est pareil, toutes les trois en train de faire de la merde sur le toit d'un parking. J'ai 27 ans et voilà, c'est ce que je faisais il y a 7 ans et ça change pas, quoi. Une question basique, quand tu commences à composer un morceau, par quoi tu commences? Je commence souvent par une mélodie. Une mélodie que je fais au piano ou que j'écris en MIDI. Ou bien des accords. Par exemple, les accords de particules. Ce que je fais souvent, c'est que quand j'ai pas d'inspiration pour les accords, je vais prendre des morceaux que j'aime bien. Je vais regarder les accords qu'ils utilisent et je vais les switcher, les changer. Et particules, j'avais pris... Je m'amusais à l'époque de jouer I Can't Stop de Loneliness de Henry, qui est une chanson de city pop, mais hyper joyeuse. I can't stop the loneliness. Alors que Particules, c'est hyper triste. Mais j'ai juste repris quelques accords que j'aimais bien, je les ai changés de sens, j'ai changé la 7e et ça a donné les accords de Particules. Donc je vais faire ça, ou bien je vais faire une mélodie. Et souvent la mélodie... pour moi, c'est une manière d'exprimer quelque chose que je pourrais pas dire avec les mots. Et un morceau comme Yes, qui ouvre l'album. Hein. Qui ouvre l'album, qui fait il y a un truc en mode genre, hey, c'est moi, je me présente, c'est Mickey. Ah, bam. Pam, ah bon, passe en mineur après. Pour moi, la mélodie, c'est représentatif de moi qui a voulu montrer quelque chose et en fait, je m'en suis pris plein la gueule et j'ai perdu des plumes sur le chemin, quoi. Ok, c'était l'idée de départ, ça. Oui. Mais tu l'avais consciemment ou c'est instinctivement? Non, je me rends compte après. Voilà. Donc c'est comme tout ce que j'écris tous les jours et en fait, c'est le fait d'assimiler tout après. Je me dis, en fait, c'est de ça dont je voulais parler, c'est de ça. Parce que si de base, on écrit en voulant avoir un certain sujet en tête, bah, ça devient tout de suite un peu cringe, je trouve. Ouais, t'as pas une intention, quoi. C'est un peu, ça vient du cœur, quelque part. Voilà. Et au final, après, tu analyses le truc. Mais... Oui. Donc là, je me suis dit, ok, bah, peut-être que c'est le sujet dont je vais parler, c'est ça. Après, je me dis, putain, en fait, ça fait sens avec cette mélodie-là. Donc, j'ai une mélodie. Et donc, du coup, je vais la faire soit au piano, soit directement sur l'ordi. Après, je le fais passer dans soit un synthé, soit dans des plugins que je kiffe. Tout ça chez toi, hein? Oui. T'as le matos et tu... Après, ce que je fais souvent, les moments où je crée le plus, c'est les moments où je prends tout mon matos et je m'isole dans une baraque de pote de ma mère. Et voilà, et après, je triture un peu le son, je fais passer mes synthés pour trouver un truc qui me fait kiffer. Je fais plusieurs couches. Tu commences toujours par la musique? Ou les paroles viennent après? En fait, les paroles, voilà, j'ai mon espèce de dossier avec tous les mots, plein de paroles, plein de trucs auxquels je sais pas comment je vais les utiliser. Et après, je vais faire la musique sans réfléchir aux paroles. Ça dépend, hein. Souvent, ça se passe comme ça. Et ensuite, je vais top-liner par-dessus... C'est quoi top-liner? Alors, top-liner, c'est de chanter en yaourt une mélodie sur une boucle, voilà. Enfin, une boucle ou une musique. Et là, je vais m'efforcer à ne jamais top-liner en anglais. Parce qu'après, c'est trop difficile de revenir à du français quand on top-line en anglais. Donc, j'essaie de le faire en français ou en coréen.
Ah oui? Ouais, du yaourt coréen, quoi. T'es bilingue en coréen? Non, pas du tout. Je me débrouille. En yaourt, ça va. En yaourt, ça va. En fait, tant qu'il y a les sonorités, ça va. Et voilà, et après que j'ai ça, soit il y a des mots qui sortent tout de suite quand j'essaie de yaourter en français, et là c'est le meilleur moment, c'est genre vraiment que si les planètes elles s'alignent et d'un coup on improvise et on sait exact, et ça sort, on réfléchit pas, genre les sons ils sortent. Et sinon je vais m'aider de du coup genre mon espèce de chaos de mots, de paroles, que t'as pris en note, quoi. Que j'ai pris en note, ouais. Et parfois, je vais juste prendre genre une syllabe, enfin un mot de tout un sujet, je vais juste utiliser ça. Et je vais voir en fait, sans réfléchir, ce qui sonne bien dans la chanson. Et après, petit à petit, je remplis les pièces du puzzle et je trouve de quoi ça parle. Échec et mat, mat, mat. À deux doigts mon échec et mat, mat, mat. Moi je suis échec et mat, mat, mat. J'aurais vraiment tout fait. Est-ce que tu peux me raconter comment t'en es arrivé au refrain final de Échec et mat, qui est un gros tube que tu as fait, et par rapport au début? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi le process? Alors le process, c'est que c'est un combo de 2 chansons. C'était donc il y avait une chanson que j'avais écrite en anglais et qui parlait d'une meuf qui se faisait embarquer dans un go fast. Ok. Et à l'époque, sur scène, je faisais des solos de samples de crash de voiture. Le refrain, ça faisait check, check, check it out, out, out. I never really had a doubt, doubt, doubt about you. Check, check, check it out, out, out. Et voilà. Et après, puisque l'équipe avec qui je travaille, qui me poussait le plus possible à ne pas chanter en anglais, il me disait cette chanson elle est bien, mais faut la faire en français, quoi. Je suis genre ok, bon, tant pis pour cette chanson, elle n'existera pas en vrai, parce que je la faisais en live, mais je l'avais jamais sortie. Et après, le même jour que le jour où j'ai écrit Particules, j'ai écrit ce texte. À 19 ans, j'ai bloqué sur un mec, 19 mois qui me sortait de la tête. Il était 2 fois plus long, donc il y avait plein d'autres couplets. Enfin, les couplets, ils étaient 2 fois plus longs et tout. Et le refrain, et c'était sur une boucle qui était beaucoup plus onirique. Et le refrain, elle faisait et puis je me revigore, je sais plus ce que je disais, mais et après, je sais plus qui avait dit, je pense que c'était Lolo ou Pierre, qui m'ont dit mais vas-y essaye de chanter Check It Out sur ça. Et ça marchait trop bien. Et après, il y avait toujours ce sujet du fait que c'était en anglais. Et donc, Lolo, il m'a dit, mais pourquoi tu ferais pas genre échec, chèque, chèque et mat, mat, mat. Et au début, je suis en mode genre, non, c'est cringe. Et je me souviens que ce jour-là, j'étais dans le studio de Tristan. Il fallait réenregistrer ses refrains. Et genre, j'étais en mode genre, je peux pas le faire. J'ai dû faire un pâté de maison pour marcher autour et pour me dire, Jean-Mi, fais-le. Professionnel. Rosalia. Pense Rosalia. Et je suis venue, après, j'ai fait genre échec, chèque, chèque et mat, mat, mat. Et en fait, en le faisant, je suis en mode genre, putain, moi, je kiffe. J'aurais vraiment tout fait. Là, je commençais à faire les harmonies et tout. Je suis en mode genre, bon, ok, j'aurais jamais pensé par moi-même à faire ce refrain. Et genre, je me suis dit, putain, Lolo, en vrai, les gens qui ont un peu de recul, et qui sont pas les gens qui interprètent tes morceaux, et ils sont assez précieux parce que ils te permettent de te sortir dans une zone d'ego. Ouais. Que t'as envers toi-même. De te pousser à faire plus, quoi. Oui, ou bien d'être un peu cringe. Parce que pour moi, c'était cringe de chanter échec, chèque, chèque et mat. Ouais, je sais pas. Ah si. Échec, chèque, chèque et mat, mat, mat. Et alors en fait, tout est une question de comment on le personnalise, le personnifie. Et à la fin, j'étais là, je suis en mode genre, putain, mais trop bien, quoi. Je kiffe. C'est marrant que tu dises que ça... Moi, la première fois que je l'ai entendu, je me suis dit, déjà, ça reste dans la tête, de fou. Et ensuite, je me suis dit que c'était évident que c'était un tube, quoi. Ah oui, non mais après, c'est basé sur un refrain qui était quand même... que je kiffais, qui était check, 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 et out, out, out. C'est la même chose, en vrai. Oui. Mais c'est juste en français. Oui, oui. Et ouais, parfois, faut juste le faire. Just do it, comme dirait Nike. On verra pour le sponsor de Nike, s'ils peuvent mettre un peu d'argent sur cette vidéo, on prend. C'est quoi la part d'instinctif dans ta musique? Je pense que l'instinctif et l'improvisation peut prendre place quand la base elle est déjà solide et que je peux déjà me faire confiance. La part d'instinctif, en fait, elle vient quand je le contrôle pas, quand je le décide pas, et c'est les moments les plus précieux. C'est un peu un travail de sportif pour moi d'écrire, de faire de la musique. C'est, par exemple, j'écris tous les jours, même quand j'ai pas envie.
J'essaie de faire des loops tous les jours, même quand j'ai pas envie, pour que à un moment il puisse y avoir une graine qui mûrit et qui devient quelque chose d'intéressant et pour qu'il y ait des moments où justement il y a de l'improvisation, un truc d'instinctif qui arrive et que je contrôle pas. Les meilleurs moments, c'est le moment qu'on contrôle pas. Mais si on attend toute sa vie d'avoir des coups de grâce ou des moments d'instinct, ben on ne s'en sort pas. Donc faut préparer le terrain constamment et accepter la médiocrité pour que de temps en temps l'instinctif puisse prendre la lumière. Ça demande quand même pas mal de discipline, si tu te poses tous les matins et que tu écris, etc. Et ça me rappelle en fait une interview que j'ai faite avec Amélie Nothomb, qui elle a des routines extrêmement... Elle se lève à 5h du mat avec une théière de thé noir. Exactement. Tous les jours, elle écrit, mais tous les jours, quoi. Quelles que soient les circonstances, mon père est mort, j'ai 39,5 de fièvre, je me suis fait larguer la veille, c'est la fin du monde. C'est pas grave. On s'en fout, ma vieille. Tu te lèves à 4h, tu fais ce que tu as à faire. Toi, concrètement, est-ce que la discipline, c'est important dans la façon de composer tes morceaux? La discipline, elle est très importante, surtout... depuis 1 an et demi, ma vie, ça a été pas que faire de la musique, c'était faire de la promo, faire des interviews comme je fais maintenant avec toi, c'est de faire des concerts, c'est de faire des répètes, de faire des fittings. C'est quoi les fittings? Des fittings, c'est genre des fittings de look pour se présenter à la télé, des trucs comme ça. Donc il y a beaucoup un gros pourcentage de ma journée qui est plus attribué à faire de la musique. Et tu le regrettes ou pas? Du coup, la discipline fait que j'arrive à équilibrer les deux aujourd'hui, quoi. Donc ça veut dire que faut que je me lève 2 heures plus tôt, je me lève à 6h30 et je fais et j'ai mon moment le matin où j'écris, où je fais de la musique et voilà. Et même si j'ai 15 000 trucs à faire cette journée-là, au moins j'aurais commencé la journée en faisant quelque chose qui me fait sentir en vie, enfin musicienne, quoi. Et qui donne du sens à ma journée, parce qu'en fait quand on enchaîne les promos, les concerts et tout, et qu'on fait plus de musique, en fait on comprend même plus pourquoi on fait de la promo. On me dit mais pourquoi je fais cette interview, de quoi j'ai parlé, alors qu'en ce moment je fais pas de musique. Enfin, il y a pas de... En fait il faut que ce soit un flux constant et donc du coup oui, depuis que ça s'est accéléré, il faut que je redouble de discipline et de rigueur pour que je me sente bien. Est-ce que comme Amélie Nothomb, tu as besoin de boire du thé noir? Est-ce que tu as des autres petites routines dans cette routine-là? La première chose que je fais le matin, oui, je me bois 1 litre de thé. Et j'essaie de bouger aussi et de danser. La musique en 2026, il y a beaucoup d'humains qui sont en face d'un ordinateur sur leur lit avec un oreiller derrière leur dos. C'est très statique et ça fait que la musique, il y a un truc qui est un peu moins organique. Je trouve que quand on est sur scène, en fait, on se rend compte à quel point notre musique a la capacité d'avoir une dimension 3D. Mais si on n'a pas cette incursion au moment où on fait la musique, ça rend les choses un peu plus petites. Ouais. Et c'est pour ça que au début, en tout cas pour l'EP, il y a eu beaucoup de versions de mes morceaux. Graou, et je les ai testés, c'est ça, Graou. L'EP qui s'appelait Graou. Ouais, et je les ai testés sur scène. Et en fait, sur scène, on se dit « Ah putain, j'aimerais trop rajouter un bridge là, où j'ai trop envie de rajouter, je changeais la basse pour que ce soit plus dynamique, plus grand. » Et de ce truc d'être en mouvement avec ta musique, en fait, ça les pousse à les triturer pour les rendre un peu plus vivants, un peu plus dynamiques. Ce que tu veux dire, c'est qu'il faut que ton corps, quelque part, soit en action quand tu composes, quand tu crées, pour que, une fois que tu joues la musique, justement, les autres corps de ceux qui écoutent soient en mouvement? C'est ce que j'essaie de faire, c'est dur, parce que parfois on n'a pas envie de bouger, on est là, on a juste envie de faire son truc. Mais je trouve ça hyper bénéfique. Déjà de 1, parce que du coup, ça nous donne un bon signal de dire ok, est-ce que ce morceau ça me donne envie de bouger d'une certaine manière, et de 2, ça permet de sortir de sa tête et d'être plus dans un état de subconscient, et je trouve que c'est le meilleur état pour créer, parce que si on est là devant son carnet à réfléchir pendant 2 heures, est-ce que je vais écrire cette phrase, est-ce que ça va être cringe, est-ce que ça va être mal pris, est-ce que l'intellect il peut prendre une place beaucoup trop grande dans la création, et quand c'est le cas, c'est foutu, quoi. Parce que tout sonne faux et on fait plus confiance à son instinct, le côté instinctif. Mais l'intellect, il est important quand
quand on crée, surtout quand on fait tout, parce qu'il faut avoir les capacités techniques de se dire, ok, est-ce que j'enregistre au bon gain, est-ce que je suis bien en stéréo, pourquoi j'ai un problème de quantification sur mon logiciel, comment est-ce que je fais pour mettre, je sais pas, un gate, un sidechain sur cette... c'est des choses, on ne va pas aller instinctivement dire, ah, ça va être comme... Non, il faut savoir le faire. C'est les compétences techniques, quoi. Voilà, et donc du coup, il faut allier les compétences techniques et le côté instinctif, et parfois, on peut être en mode, ok, on a envie de créer un truc, et t'as un problème technique, et t'es là en mode, bon, bah, ça m'a cassé dans mon élan, et j'ai plus envie de le faire, quoi. Donc, il faut garder le côté intellect, en même temps, le côté créatif, et c'est vraiment un équilibre entre les deux, et je trouve que de faire justement des pauses méditation, ou des pauses où tu danses, ça te remet dans un état où tu réfléchis plus, et t'es juste dans ton émotion, dans ton corps. Toi, dans ton parcours, en fait, tu as commencé la musique il y a longtemps. Tu as commencé, tu avais 6 ans, je crois que tu as fait 2 ans de violon, 10 ans de piano, tu étais au conservatoire. Tu t'es fait virer du conservatoire parce que, justement, en fait, là, à l'époque, la discipline, manifestement, t'étais jeune, ça te branchait pas trop. Est-ce que ton rapport à la discipline, justement, a évolué entre ce moment-là et aujourd'hui ? Complètement. Je pense qu'aujourd'hui, je suis vraiment consciente que je dois prendre la responsabilité de mes actions et de mon futur et que je peux pas dépendre des autres tout le temps. Je pense que j'ai grandi dans une famille où j'avais des gens qui sont assez débrouillards autour de moi, qui sont très techniques, mon père, mon frère. Oui, il est ingénieur en aérospatial, ton père. Voilà, c'est ça. Eux, dès qu'il y avait un problème, c'était trouver une solution directe. Et donc, du coup, je pense que mon père, il disait qu'on était intellectuellement paresseux, ma mère et moi. Mais parce que, voilà, moi, j'étais la petite dernière. Et je pense qu'il y a une partie de moi qui était très... s'il y a quelqu'un d'autre qui arrive à le faire mieux que moi, pourquoi est-ce que je devrais essayer de le faire, quoi. Donc, j'ai grandi un peu avec cette mentalité-là. Mais la vérité rattrape toujours et en fait, on se retrouve à ne pas se rendre responsable. Et donc aujourd'hui, je suis en train de recabler en fait tous mes patterns de réflexes pour pouvoir sortir de ce cycle vicieux, quoi. T'as eu un déclic sur le rapport à la discipline ou... Oui. Enfin, ça se fait sur des années. Je pense que quand on apprend quelque chose, il faut qu'on fasse le tour, on oublie, ensuite on arrive à un point, on se dit mais j'ai déjà appris ça. On se dit mais j'arrive à mon point zéro alors que j'ai déjà appris ça, alors qu'en fait non, c'est comme un escargot, on tourne autour, mais en fait on est un pas à côté. Donc on a quand même fait un step par rapport à notre premier apprentissage, mais faut désapprendre, ça passe par le fait qu'il faut habituer notre corps à des nouveaux changements, à savoir ce que c'est que de se sentir en accord avec soi-même et d'être dans la discipline. Parce que pour moi, la discipline, on a l'impression que c'est une punition, alors qu'en fait, au contraire, à partir du moment où notre corps il s'habitue à savoir ce que c'est de se sentir aligné avec soi-même, bah, au contraire, c'est un état de grâce, je trouve, que d'être... T'as un exemple, peut-être un moment où tu as compris quelque chose, parce que tu dis effectivement, je vois ce geste de mouvement, où tu t'es dit, ah, j'ai pigé quelque chose dans la musique que je veux faire. Alors c'était pas un truc par rapport à la musique, enfin je pense que j'en ai 1000 des exemples comme ça, mais le moment, ce truc de l'escargot, c'était ma prof de danse, enfin de chorégraphe, movement director, qui s'appelle Emmanuel Soum, qui est incroyable. Et en fait, on avait tellement travaillé et je suis arrivée et je savais pas comment bouger au début quand j'étais avec elle. Et on a beaucoup travaillé jusqu'au moment où j'arrive à comprendre mon corps et à savoir comment comprendre l'intérieur de mon corps pour pouvoir le contrôler et justement ne plus être en contrôle. Et donc on arrivait à un step, et ensuite on s'est revus quelques mois plus tard et j'étais arrivée au même point qu'au début et j'étais frustrée, je me disais Manu, mais c'est pas possible, j'étais fâchée contre moi-même, je me dis mais comment c'est possible que après tout ce qu'on a fait, elle me dit t'inquiète, c'est normal, c'est bien, c'est bon signe, ça veut dire que t'es à 2 doigts de passer au step d'après, t'arrives juste au bout de l'escargot et en fait quand tu vas passer au step supérieur, tu vas faire un bond énorme. Et j'ai remarqué que c'était vrai sur beaucoup de choses. Je sais pas si tu t'identifies à ce truc-là ça me parle. Ouais. J'arrive pas à mettre des mots, mais le truc de l'escargot, en fait, c'est qu'au final, ça veut dire qu'il faut répéter, et puis à un moment donné, il y a un déclic. Ouais, il faut passer par le fait que tu vas refaire la même erreur beaucoup de fois pour qu'ensuite tu la fasses plus jamais. Ok. Mais il faut pas être frustré la première fois parce que moi je suis tout le temps dans un truc où j'essaie de me remettre en question, genre de progresser, tout ça. Donc j'essaie théoriquement de m'imprégner de plein de choses qui pourraient
me faire prendre des raccourcis, des cheat codes. Il y a même un morceau au début que j'avais écrit dans Graou qui s'appelle Motherload. Et je dis genre, donnez-moi le cheat code, quoi. Et en fait, la seule manière d'avancer, c'est de vraiment passer par ces chemins-là et passer par la souffrance de galérer, recommencer et pas s'en sortir jusqu'au moment où on s'en sort. Mais les cheat codes, en vrai, ils n'existent pas. Il faut juste prendre action et faire confiance en ses actions pour prendre confiance en soi. J'ai vu qu'aussi tu avais lu Mona Chollet, qui t'avait aidé dans cette prise de conscience. Ah oui, bien sûr. Ah mais ça, ouais, énorme. En fait, j'ai eu beaucoup de livres qui m'ont fait avoir des déclics. Mona Chollet, elle m'a sorti... mais pareil, pour que ça s'imprègne... En fait, j'ai eu le déclic quand j'étais dans l'avion au retour de la Corée. Mais pour que ça ait un vrai effet sur mon corps, c'est que ça a pris quand même 6 mois encore. C'était pendant l'écriture de l'album et je pense que j'étais dans un état où j'étais... voilà. L'EP vient de sortir, de Graou. Toi, tu pars en Corée avant de sortir l'album et effectivement, Et à ce moment-là, je me sentais coupable de beaucoup de choses. J'avais l'impression que je faisais pas les choses correctement et j'arrivais pas à m'accorder de me reposer. J'avais pas encore compris à ce moment-là que le repos, il était aussi important que le travail. Et c'est pendant le repos, en fait, que notre corps, il fait les liens entre tout ce qu'on a appris pendant la journée, où c'est là où c'est le subconscient, en fait, qui va te donner tes idées pour plus tard, de paroles, de mélodies, tout ça, machin. Et je le savais en plus, parce que dès que je suis bloquée en termes de prod ou de mélodie, genre je médite, j'attends, je fais rien, je vide, et après tout d'un coup, genre j'ai la réponse. Mais c'est parce qu'il faut se soumettre au vide. Et donc du coup, c'est un truc que Mona Chollet, elle explique, mais elle fait un lien aussi avec toute l'histoire des femmes qui n'ont jamais été dans la position où elles pouvaient souffler, ou parce qu'elles étaient jamais en contrôle, quoi. Le vrai contrôle, le vrai pouvoir, elles avaient pas le pouvoir, donc elles ne pouvaient pas se permettre d'être dans un état de repos. Et c'est beaucoup plus compliqué que ça. Elle explique plein de choses, mais ce truc-là, en fait, il m'a apaisée parce elle a réussi à mettre des mots sur des ressentis, des sensations que j'avais, que je pensais que j'étais la seule à avoir. Et puis tu culpabilisais, j'ai l'impression, de ton succès du moment, peut-être. Oui, surtout, je me prenais la tête sur tout. En fait, les gens d'Internet avaient réussi à me rentrer dans la tête à ce moment-là. Après, j'ai pas envie d'en parler pendant 1000 ans de ça, mais du coup, je pense qu'il y a un mélange de beaucoup de choses qui faisait que je me parlais très très mal. Je me parlais très 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 mal. Et je me suis, à un moment, j'étais en Corée, j'étais en train de marcher toute seule à côté de la rivière et j'étais encore en train de m'insulter, de me critiquer comme ça. Et moi, je suis en mode genre, oh, Miki, stop! Genre, stop! Genre, arrête! Genre, c'est fatigant. Genre, c'est tellement fatigant d'être tellement, genre, horrible envers soi-même et de se détester autant, quoi. Allez, genre, pause, quoi. Et ce livre est tombé au bon moment parce qu'elle a vraiment mis le doigt sur ce que j'avais besoin d'entendre à cette époque-là, quoi. Puis la Corée aussi, alors moi je connais pas la Corée, je suis jamais allé, toi ta mère est coréenne, ouais. Mais sans doute qu'il y a une philosophie, il y a une façon de voir la vie en tout cas, qui est peut-être différente en Corée qu'à Paris. Alors je pense que peut-être anciennement, plus dans la culture, ou bien dans la mentalité spirituelle des Coréens, oui, je pense qu'il y a un état d'esprit de vie, de sérénité, d'humilité. Mais la réalité de ce qu'est la Corée aujourd'hui, c'est que c'est un pays qui a complètement explosé en termes technologiques, de culture, économiquement. Et c'est un pays qui démographiquement en déclin. Les gens ne se reproduisent plus parce qu'ils ont peur qu'ils ne peuvent pas subvenir aux besoins de leur enfant. Il y a une pression énorme sur les enfants, sur le fait de devoir réussir, sur le fait d'avoir un travail, sur le fait d'avoir assez d'argent. Il y a un taux de suicide qui est phénoménal. Il y a une mentalité de sacrifice énorme, plus de la génération de mes parents. Notre génération aujourd'hui, c'est un peu la génération enfant roi, où ils ont tellement été habitués d'avoir des parents qui sont tout sacrifiés pour que leurs enfants ils aient tout, que maintenant les enfants ils sont pas en mode genre ouais. Je fais ci, fais ça, les parents ils sont sur mes pieds. Et il y a vraiment un truc où les parents aussi ils se sacrifient tellement que il y a un sujet où les parents se font harceler
Par les enfants et par les parents, dans les écoles. Ah oui. Parce que par les autres parents ou par leurs parents? Non, par les autres parents des enfants, parce que les parents, ils n'ont pas envie. Parce que si les profs donnent pas des bonnes notes à leurs enfants, leurs enfants ils vont pas pouvoir aller dans la bonne université. Ils ne vont pas dans la bonne université, ils vont se suicider. Et voilà. Hyper concurrence, quoi. Hyper concurrence. Mais les enfants, ils n'ont pas d'enfance. Ils passent leur vie dans des cours après les cours pour être forts en cours. Enfin, c'est pour être les meilleurs de leur classe. Ils ont pas de... Ils partent pas en vacances. Et pour eux, c'est normal. C'est même pas, ils s'en plaignent. C'est en mode genre, trop hâte d'avoir les vacances de Noël. Comme ça, je pourrais bien travailler, quoi. J'aurai le temps de bien pouvoir étudier encore plus. Ok. C'est hardcore. Bon. En tout cas, moi, quand j'y vais, j'y vais en mode vacances, j'y vais pour retrouver ma famille et pour me déconnecter de tout. Hein. Mais c'est pas un pays dans lequel je pourrais vivre. Mais j'adore la Corée. C'est un pays qui me manque. J'ai pas envie de critiquer Bien sûr. trop la. C'est pas le but. Non. Chaque pays a des problèmes. Love on Korea. Moi. Pour revenir un petit peu à ta routine matinale, c'est qu'effectivement, tu disais que tu écrivais tous les matins, mais tu écris sur un carnet. C'est-à-dire que tu pourrais écrire sur un ordinateur. Pourquoi un carnet? Je pense que la raison principale, c'est que je peux pas aller changer de tabs pour aller sur Insta ou sur WhatsApp. C'est pour la concentration, alors? Je crois, oui. Et il y a un certain plaisir à écrire sur du papier. Et en fait, quand je retrouve mes carnets, je relis dedans, il y a le fait que chaque carnet soit titulaire d'une saison et que ce soit représentatif, même de voir en fait mon écriture. Si à ce moment-là j'étais assez névrosée ou c'était assez clair dans ma tête, je le vois en fait dans la manière dont j'écris, alors que quand on écrit sur l'ordinateur, c'est la même typo partout. Et j'aime bien avoir chaque objet à son utilité, quoi. Je suis chaude de pas centraliser tous les pouvoirs dans mon téléphone. J'aime bien avoir mon appareil photo, j'aime bien avoir mon carnet, mon stylo, qu'est-ce que j'ai d'autre? C'est tout mon livre. J'ai jamais lu, j'aime pas lire sur mon téléphone. Parce que je me suis posé la question, parce que, évidemment, quand on fait de la musique, il y a beaucoup de choses dématérialisées. Mais toi, par exemple, sur tes vinyles, le vinyle de Graou, moi, par exemple, je l'ai, il y a mon prénom dessus, parce qu'il y a un moment donné, tu écrivais les prénoms dessus. Oui. Et donc, en fait, chaque objet était unique, parce que tu prenais la peine d'écrire sur chaque vinyle. T'es pas obligé de le faire, tout le monde ne le fait pas. Si tu le fais, c'est qu'il y avait une volonté derrière. Pourquoi tu as écrit au feutre sur des vinyles? C'est un rapport aux objets particulier, quand même. C'est une bonne question. Je pense que c'était surtout symbolique d'avoir mon premier... Enfin, il y a un truc qui était assez spécial avec le premier vinyle, c'est que c'est l'ordinateur auquel on a enlevé le Graou qu'il y a sur la pochette. Donc il y a un truc qui était assez ludique de recréer en fait ce moment où j'ai tagué l'ordinateur et qui a été un moment assez important, quoi. La toute première vidéo, c'était avec l'ordi Graou que je casse sur un poteau. C'est la première présentation, annonce du fait que je présentais mon nouveau projet. Il y a un truc assez symbolique avec cet objet, l'ordinateur. C'est là où on fait de la musique. Et c'est un objet aussi qu'on peut niquer complètement avec un marqueur. Je trouve que c'était une idée d'ailleurs de mon manager Laurent. Mais oui, non, mais c'était amusant pour moi, c'est tout. J'avais pas de raison plus deep. Ok. J'ai vu que tu avais fait l'Olympia le jour de l'anniversaire de ta mère, et en fait, ce que tu as dit que l'Olympia, ce que tu avais préféré, c'était la préparation. Ouais. C'est bizarre quand même. C'est-à-dire qu'en fait, sur le moment, je crois qu'il y avait un problème de retour dans l'oreillette, et t'as pas hyper kiffé le moment, et que tu préfères préparer les choses à les faire. C'est quand même assez intéressant, je trouve. C'est pas le cas pour tout le monde. Je sais pas, j'ai l'impression que le moment le plus amusant dans les gros événements, en fait, c'est tout ce qui se passe avant, et c'est le fait d'imaginer le moment, et le fait de travailler en équipe. Et je pense que l'Olympia, c'était un moment qui nous a permis de pouvoir kiffer après, pendant la tournée, avec mes musiciens, parce qu'on est passé le plus dur, donc après c'était que du kiff, on faisait n'importe quoi, parce qu'il y avait tellement moins d'enjeux que l'Olympia, que ça a mis la barre tellement haut. Le début de la tournée, on a commencé avec ça. Je venais de rencontrer les musiciens, ça faisait 2 semaines qu'on répétait. Et j'avais jamais joué avec des musiciens avant. Et donc ça a permis de débloquer aussi un... ça doit être très dur alors, si t'as jamais joué avec des musiciens, effectivement, tu te retrouves à l'Olympia direct au bout de 2 semaines. Non, c'était audacieux. En plus, l'album qui sort au même moment, c'était une rentrée. Oui, sorti le 3 et t'as joué le 10. Mais oui, non, mais pour moi, c'est similaire à un tournage de film. C'est une colo. Le fait de préparer... En fait,
Moi, j'aime pas trop partir en vacances avec des gens, ou bien de partir en vacances juste pour partir en vacances et juste être là. Genre, si tu pars avec des gens pour travailler, eh ben, tu profites beaucoup plus de tes vacances, enfin de l'endroit où tu vas, que si tu étais censé y aller pour te reposer. Je sais pas si tu vois, mais pour moi, le fait d'avoir un enjeu ça cadre, qui responsabilise tout le monde et qui fait qu'en fait, on doit travailler les uns avec les autres, mais sans utiliser une forme de people pleasing, quoi. On doit utiliser des outils au fond de nous qui nous rendent utiles, être utiles les uns avec les autres. Je trouve que c'est la plus belle forme de lien humain. J'ai l'impression que les concerts, les lives ont un peu changé. C'est-à-dire que déjà maintenant, alors bon, de longue date évidemment, tout le monde filme. Mais est-ce que tu as le sentiment ou pas qu'il y a des gens qui viennent à des concerts, en fait ils ont entendu 30 secondes d'une chanson sur TikTok, et puis ils se retrouvent dans le concert, et bon, du coup ils connaissent le refrain d'une chanson, et puis ils sont un peu... Est-ce que c'est vrai ça ? J'ai entendu ça par rapport à Steve Lacy, qui avait eu, dans son album Jamie Wright, il y avait un de ses sons qui avait pété sur TikTok. Mais en plus, c'était même pas la version originale, c'est la version Sped Up, avec les sons un peu, Chipmunks, Aluna Chipmunks. Et ça l'avait saoulé, et il était en mode, genre, mais allez vous faire foutre, quoi. Genre, tous les gars qui sont là et qui connaissent que 30 secondes d'un son, mais genre, cassez-vous, quoi. Et je trouve que des artistes comme lui qui montrent qu'en fait il y a une réaction humaine à ça, et que du coup le public il culpabilise et il sait qu'en fait il peut pas se permettre d'aller à un concert s'il connaît pas vraiment l'artiste, tant mieux aussi, quoi. Genre, en fait ça crée de la friction, ça crée de l'interaction, ça crée des moments de pop culture aussi. Donc tout ça pour moi c'est voué à évoluer, à changer, et je pense que on est en train d'atteindre en fait en ce moment le paroxysme du yo-yo de l'absurdité des réseaux sociaux, parce qu'en fait on est encore dans une époque où on est en train de comprendre comment ça marche et de découvrir et de se rendre compte qu'on est assez soumis aux réseaux sociaux, et je pense que je prédis que dans les 10 années à venir en fait on va petit à petit se désolidariser des réseaux sociaux, et je suis sûre que la génération de mes enfants ils vont être beaucoup plus indépendants avec leur téléphone que nous. Ils vont beaucoup plus même s'appeler. Là, les jeunes d'aujourd'hui, même moi, je déteste qu'on m'appelle au téléphone. Parce que ça casse un espèce de mur d'intimité auquel j'ai plus été habituée, parce qu'on était tellement habitués à parler sur Insta, sur Snapchat et tout, et on avait une forme de protection par rapport à ça. Quand on m'appelle, je me dis, mais va te faire foutre, quoi. De quel droit m'appelles-tu, tu vois? Alors qu'en fait, c'est sain de parler, c'est sain d'entendre la voix de quelqu'un. Il y a tellement de mots qui sont perdus à travers les textes, et c'est comme ça qu'on s'engueule encore plus. Et c'est comme ça, moi, la première hit sur Internet que j'ai témoigné, c'était les commentaires sur les photos de profil Facebook quand j'avais 13 ans, quoi. Et ce truc-là, ça vient du fait que... il y a plein de nuances, de subtilités qui sont perdues à l'écrit. Donc tu prédis la fin des réseaux sociaux dans les 10 prochaines années ? Non, pas la fin des réseaux sociaux, mais le fait que les humains ils puissent se désolidariser des réseaux sociaux, et qu'ils en sont moins dépendants, et qu'ils créent en fait comme une nouvelle forme d'underground qui est les vraies relations. Et pour eux, ce sera considéré comme une sous-économie, quoi. Moi, je me pose toujours la question, en fait, qu'est-ce que ressent l'artiste qui est sur scène ? Typiquement, moi, je suis dans le public, des fois, il y a plein de gens qui filment, je me dis, putain, arrêtez de filmer, c'est relou, profitez du moment. Mais toi, qui es sur scène, quand tu vois tous ces gens qui te filment, est-ce que ça te touche ou pas ? Et surtout, comment tu vis un concert ? Est-ce que tu vois les gens ? Déjà, je suis myope, donc je vois pas tout. Et quand je vois des gens qui sont proches et qui filment, je joue avec la caméra, et je me dis ça peut être un moment trop bien pour eux. C'est une autre façon de vivre le moment, quoi. Oui, tu peux transformer les moments. Et après, je pense que les gens qui viennent à mes concerts, peut-être que ça va changer avec les gens qui m'ont découvert grâce à la Star Academy. Ben oui. Je vous fais confiance pour être présent pendant les concerts, mais de l'expérience que j'ai eue, à mes concerts, les gens sont pas trop sur leur tel. Ouais. Ils sont là, ils dansent, ils chantent, ils passent un moment ensemble avec moi. Enfin, vraiment un truc d'interaction. La Starac, d'ailleurs, pourquoi tu l'as fait ? Eh bien, je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est pas quelque chose que je regardais du tout. T'as aimé le faire ? J'ai adoré le faire.
En fait, j'ai jamais regardé de ma vie la Starac. Donc quand on m'a proposé, je me suis dit ok, bon, je regardais, je me suis tapé 3 heures de moments Starac sur YouTube et tout machin. Et je me suis dit ok, si je le fais, j'ai envie de le faire avec quelqu'un qui me plaît. Et quelqu'un qui m'a beaucoup touchée. Et qui m'a touchée parce qu'il y avait un moment où il y avait un exercice où les élèves devaient incarner un personnage qu'on leur était imposé. Et il y avait cette fille, on leur a dit « Ok, tu vas faire la meuf ». Et cette fille, c'était Mélissa, et elle n'arrivait pas à faire la meuf. Avec qui tu as fait le duo, hein, donc, exactement, avec qui j'ai fait le duo. Particulier. Et ça m'a trop touchée. Après, je l'ai vue sur un Prime, elle avait chanté un son de Stromae. Elle était en pleurs, et je sais pas, elle m'a beaucoup touchée. Et je me suis dit « Ok, si je le fais, j'ai envie de le faire avec elle ». Et si je le fais, j'ai envie de le faire pas sur la scène. Et j'ai envie qu'on se tape des barres. Et j'ai envie qu'on s'amuse. Et j'ai envie qu'il y ait la partie électronique jusqu'au bout, que d'habitude les télés, elles coupent parce que c'est pas fait pour le format télé. Et je me suis dit, ok, si on arrive à faire ce morceau qui est déjà un truc un peu hybride à la télé, qui est quand même un truc qui est assez formaté, ben, j'aurais tout gagné, quoi. Ouais. Surtout si on fait la chanson entière, caméra à l'épaule, on commence dans le bus, on termine dans la foule. C'est une manière de... TF1, ils étaient OK ? Bon ouais, ils étaient tellement OK. Et en plus, j'ai fait un autre... Le soir même, j'avais aussi chanté Échec et Mat, mais j'avais fait vraiment genre... Ça, c'est un moment qui a été moins vu, mais à 2 cm de la caméra, comme dans le clip du Buffalo Grill, mais à la télévision. Donc vraiment, à la télévision, et je pense que je suis passée à minuit, 1h, un truc comme ça, il y a moi qui chante Échec et Mat à 2 cm de la caméra, une caméra de télé à la télévision, et vraiment plan séquence. Ça, c'est le plaisir de disrupter le truc. Ouais, et je pense que les gars de la télé, ils sont contents. Ouais. Ils sont trop contents de pouvoir, essayer des trucs différents. Il y a des émissions de télé qui demandent de faire du live, mais en plus court, qui demandent que le morceau il fasse... Oui, bien sûr. Est-ce que c'est un problème ? Moi, en vrai, je m'adapte. Hein. Ça dénature l'œuvre. Ça dénature la chanson, mais c'est pas très grave. Parfois, la partie électronique, s'il y a pas un moment où je suis sur les synthés, ou si je fais mon truc, ou je fais le circuit pit ou pas, c'est difficile à incarner, donc parfois c'est tant mieux. Okay. Mais par exemple, j'avais fait un truc du coup pour le Nouvel An, et quand je suis arrivée sur le plateau télé à la Concorde, ils m'ont dit, les gars, ah putain, t'es la fille qui fait pas tout comme les autres à la télé. Trop bien, on va pouvoir s'amuser, tu vas aller à la fontaine. Donc du coup, je me suis retrouvée à chanter en chemisier sous la fontaine, sous 2 degrés, j'étais complètement malade pendant 10 jours. Et en plus, je me suis fait une marque, je me suis ouvert avec un fumigène, peut-être que là, ça ne se voit pas. Non, ça se voit pas. Mais c'est pas grave, tout pour le divertissement, n'est-ce pas ? Est-ce qu'il n'y a pas une part de mystère qui manque aux artistes ? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on les voit en story, on les voit partout. Est-ce que finalement, les artistes devraient être plus mystérieux ? Eh bien, moi, je suis de l'avis que si je pouvais ne pas faire de promo du tout, j'en ferais 0. Si je pouvais ne pas me justifier ou m'afficher ou quoi que ce soit, je le ferais. Mais je pense que pour atteindre ce stade-là, qui est celui de Jul, faut bosser. Et faut passer par ces étapes-là. Et voilà, à part si t'es Frank Ocean ou Jul, tu peux pas vraiment te le permettre. Et c'est limite arrogant de se le permettre. Après, ça dépend, genre chacun son chemin. Je pense que le plus important, c'est de rester soi-même lorsqu'on se montre, que ce soit dans les stories et tout ça, parce que je pense que ce qui est difficile pour un artiste, c'est justement dans cette manque de mystère, en fait, on se perd et du coup, on sait même plus qui on est et c'est pas intéressant, quoi. Pour qui que ce soit, c'est contre-productif. Les gens qui se montrent jamais, au moins, on peut les remplacer par un idéal, un fantasme de ce qu'ils pourraient être en train de faire. Il y a aussi une chose que tu as pu vivre positivement, c'est qu'en fait, TikTok t'a permis aussi d'exploser en reprenant Échec et Mat. Mais est-ce qu'on fait de la musique à l'ère TikTok de la même façon que s'il n'y avait pas TikTok ? C'est-à-dire que tes morceaux, par exemple, sont assez courts. Alors, sur l'album, ils sont d'ailleurs légèrement plus longs que sur le EP. C'est plus du 3-4 minutes que du 2-3 minutes. Mais est-ce que finalement, le but, c'est d'avoir plusieurs replays sur Spotify, donc de faire court pour qu'on puisse en jouer plusieurs ? Est-ce que le taux d'attention est un peu moindre parce que c'est comme ça aujourd'hui ? Est-ce que c'est des choses dont tu tiens compte ou pas du tout ? Je pense que les morceaux de mes démos en l'état, quand je les ai présentés au début, c'était juste pas possible, ils étaient beaucoup trop longs. Ah oui ? Ouais. Ils faisaient combien de temps, les démos ? Je sais pas, il y a des morceaux qui faisaient 5-6 minutes.
Ah d'accord, on dirait pas quand on écoute là. Ah ouais, Mickey Cowboy, Motherload, non, c'est interminable. Cartoon Sex, interminable. Combien de temps? Je sais pas, il faisait genre 4 minutes, 5 minutes, un truc comme ça. Et quelqu'un comme Tristan Salvati, qui a quand même la capacité de pouvoir essentialiser les choses, qui est pour moi une grande forme d'intelligence. Essentialiser les choses, c'est-à-dire? C'est-à-dire de pouvoir dire ce que tu dis en 3 pages, tu le dis en 3 mots. Pour moi, c'est ça la pop. Et c'est pour ça que c'est un des genres de musique les plus sous-estimés. Mais c'est hyper dur de dire les choses simplement. C'est hyper dur de pouvoir aussi avoir un alignement entre le sujet, ce que tu dis, et la manière dont tu l'accompagnes. Je pense que on a l'impression que c'est plus un télo cool, d'être cryptique et de faire de la musique qui paraît brouillon et qui fait 6 minutes et t'es en mode ouais mec t'inquiète, je suis dans une phase. Ok, en vrai, au fond, tout le monde peut faire ça. Mais de passer du côté sombre de la force, qui est la pop musique, mais d'avoir une idée simple qui fonctionne, et de le faire tenir en 2-3 minutes, et que ton message y passe et que c'est touchant, bah ça c'est un travail... et surtout une vision que pas beaucoup de gens ont. Et je pense que quelqu'un comme Tristan Salvati a ce talent-là et il me l'a inculqué. Et je pense que maintenant, si je devais recommencer à faire des morceaux qui durent 5 minutes, je me le permettrais seulement parce que je sais comment faire tenir un morceau en 2 minutes d'abord. Et que je sais que s'il dure 5 minutes, c'est parce qu'en fait, chaque partie du morceau est là pour une raison et que c'est pas juste du hasard ou de la masturbation d'auto... C'est marrant parce que moi je m'occupe des bruits de book. Donc j'interviewe très régulièrement depuis des années des écrivains, des romanciers. Et je leur pose régulièrement la question sur quoi vous êtes améliorés. Et à peu près tous, ils disent justement d'être plus concis, d'écrire avec le moins de mots. Mais c'est la première fois que je l'entends pour la musique. Ouais. C'est-à-dire que ce que tu me dis là, c'est effectivement ce que j'entends régulièrement sur les romans. C'est-à-dire qu'effectivement, d'être dans une sorte d'épure en fait. En fait, il y a un truc où l'auditeur n'est pas con, il peut remplir soi-même... les bouts qui manquent et il peut aussi s'approprier soi-même un morceau dont il manque des bouts. L'humain est fait pour combler le vide et je pense que c'est pareil dans les tableaux. Ou dans le cinéma. Ou dans le cinéma. C'est pour ça que moi, le cinéma que j'aime, c'est justement du cinéma qui laisse de la place à l'auditeur. Et j'ai vu tout récemment Valeurs sentimentales de Joachim Trier, par exemple, et qui... m'a fait ressentir énormément de choses, pas dans les mots, pas dans les dialogues, mais dans les regards. Et il y a un jeu de regard, une direction d'acteur qui est tellement précise dans ce film. Il y a tellement de pudeur. En fait, c'est même pas tant, et je sais plus qui, c'est Sofia Coppola qui en parlait. En fait, il y a tellement plus de choses qui peuvent être dites dans un acteur qui se retient de ressentir une émotion plutôt que quelqu'un qui le donne à 100%. Et c'est beaucoup plus réaliste en plus. Et donc cette retenue-là, je trouve qu'elle est hyper intéressante. Et elle est hyper intéressante, que ce soit dans la musique, dans la peinture, dans le cinéma. Je pense que c'est des œuvres qui durent plus longtemps. Sur le cinéma, qu'on s'en parle brièvement, parce que tu en as déjà parlé, je sais que tu aimes Paul Thomas Anderson, Wes Anderson, David Lynch, tout ça. David Lynch, d'une certaine façon, lui, il y a un côté cryptique malgré tout. Ah oui. Si on regarde Mulholland Drive, Lost Highway... tout n'est pas clair, mais effectivement, le spectateur apporte ce qu'il veut, peut-être. C'est ça que t'aimes dans David Lynch. Qu'est-ce que t'aimes dans ce cinéma-là? David Lynch, c'est différent. Parce que, moi, je m'en fiche si je comprends pas ce qui se passe. En fait, de manière générale, je m'en fous si je comprends pas ce qui se passe dans le film. Ce qui est important pour moi, c'est d'être imprégné, d'être téléporté dans un monde. Pour moi, le cinéma de base, c'est un échappatoire. C'est le fait de pouvoir oublier la réalité à l'espace de 2 heures et d'être imprégné dans un mood. Et je trouve que c'est un truc qui est pareil, assez difficile à faire, de créer une vraie atmosphère du début à la fin. Et c'est tout bête, mais par exemple un film comme La Boum, que j'ai revu là tout récemment, alors que c'était mon film préféré quand j'étais plus jeune, mais c'est ça, tu vois, genre il y a vraiment une ambiance, une humeur dans le film qui est vraiment propre au film, ça a son haleine, quoi. Et un truc comme Harry Potter, qui a été écrit quand même par la même écrivaine, sur je sais pas combien de livres. Pour moi, il y en a
que un, enfin il y en a 3 qui ressortent du lot dans les films, mais il y en a surtout un qui ressort du lot, c'est le numéro 3. Ouais. Parce que t'as un metteur en scène qui est capable de créer un mood, qui est capable de créer une atmosphère Assez dark. assez dark, et tu sens que lui-même, c'est une question de vie ou de mort qu'il a besoin de créer cette atmosphère-là, il a besoin de se mélanger au film, il a besoin d'en faire partie. J'ai l'impression qu'il a pris des risques, c'est son sang. Ouais. C'est son sang qu'il a mis dans le film. Et je trouve que ce qui le différencie du premier, Chris Columbus, il a fait Madame Doubtfire, plein de trucs, c'est très grand public. Oui. Et le troisième, c'est plus un point de vue d'artiste, quoi. Ouais. Mais c'est plus risqué, évidemment. Toi, est-ce que tu te poses la question du public ? Est-ce que tu te dis qu'il faut que le public comprenne ce que tu fais ? Ou à quel moment tu penses au public dans la création de ton... Je le pense au moment où je monte mes démos à mon label ou à mon équipe. Ok. Mais avant ça, je fais surtout un truc qui pourrait me plaire moi. Parce que si ça me plaît pas à moi, bah, ça plairait pas aux autres. C'est marrant, c'est une phrase qui a été aussi redite dans le dernier Almodovar, là, quand il a fait les 3 courts-métrages. Ouais. Et le tout premier, t'as le cow-boy là, qui fait de la musique, qui fait de la guitare, et c'est ce qu'il dit. Il dit si ça ne me touche pas moi, ça ne touchera jamais les autres. Et voilà, je trouve ça assez juste. Je voudrais qu'on parle de l'intelligence artificielle. Oui. Parce qu'aujourd'hui, l'intelligence artificielle partout, pas que ChatGPT. Je sais pas si tu connais Sienna Rose, qui est une chanteuse de neo-soul. Elle a 4 millions d'auditeurs mensuels sur Spotify. Il semblerait que ce soit une IA, effectivement. Et pourtant, sa musique a une âme. Vraiment, c'est de la neo-soul, comme on dit. Et quand on l'écoute, franchement, moi, jamais j'aurais pu imaginer que ce soit une IA. J'ai l'impression que c'est vraiment de la soul à l'ancienne et tout. Est-ce que tu penses que toi, d'autres, à être en concurrence avec des IA qui vont créer de la musique avec une âme ? Bah, franchement, même si c'est de l'IA, si c'est de la musique qui touche les gens, que ça génère de l'argent ou pas, tant mieux quoi. Enfin... Ce qui compte, c'est la musique, quoi. Bah oui, enfin, ça me fait pas de mal, moi, s'il y a une meuf, une IA qui fait de la musique et que ça fait du bien à des gens, quel mal est fait, enfin... Il y a beaucoup de gens qui ont peur d'être remplacés par l'IA, en fait. Mais oui, mais si t'es remplacé, ça veut dire que... Si tu te sens que tu vas être remplacé, ça veut dire qu'il faut que tu réfléchisses à ta raison pourquoi tu fais de la musique. Est-ce que tu fais ça parce que t'as besoin du regard des autres, ou c'est parce que t'as besoin d'exprimer quelque chose et t'as besoin d'être dans une démarche de recherche personnelle Je pense que on choisit pas... Surtout aujourd'hui, peut-être qu'avant, on achetait un vinyle plus que l'autre parce qu'on avait un budget de 10 € voilà, toutes les semaines. On peut acheter seulement un vinyle ou aller à un concert par mois. Sur Spotify, tu peux écouter tous les artistes que tu veux. Je vais pas m'empêcher d'écouter Rihanna parce que j'écoute Beyoncé. Ça n'a pas de sens. Donc peut-être qu'avant, c'est bizarre, c'est bizarre de dire ça parce que à une autre époque, l'IA, ça aurait été un problème dans ce sens-là. Ouais. Mais aujourd'hui... Et surtout, moi, ça pose la question de se dire, ok, mais si là, je peux générer une chanson de moi en 2 secondes, bah alors, où est-ce qu'il va le sens de tout l'effort que je suis en train de mettre, de recherche, de savoir de quoi je vais parler, si en fait, en 2 secondes, là, tu dis, ok, une musique qui est faite comme Mickey, et ça me le sort en 2 secondes. J'ai réfléchi à ce truc et je me suis dit, bah, en fait, il peut que se baser sur ce que tu as fait dans le passé. Mais il peut pas savoir les choses auxquelles tu vas penser dans le futur. Donc, en vrai, tu seras toujours en avance. Tu seras toujours en avance sur une IA et ça doit être amusant. Peut-être que c'est drôle, mais ça peut être justement un bon signe de se dire, ok, j'ai pas envie de devenir le stéréotype de moi-même, donc je vais aller à l'opposé de ce qu'il me dit. Je vais aller à l'opposé de ce que l'IA génère de ce qu'est une musique de Mickey. Je trouve ça plus c'est un outil que je trouve génial, en fait. Sur le futur, toi, comment tu vois les choses ? De quoi tu as envie, là ? De quoi j'ai envie ? J'ai envie de repartir en résidence, faire du son. J'aimerais bien rencontrer d'autres artistes, d'autres musiciens, et que ce soit des Français ou des gens de l'Inter. Et j'ai envie j'ai envie de rencontrer des gens. De prendre le temps avant de faire le 2e album, ou au contraire de s'y remettre direct ? Je pense que moi, il y a 1 an, on aurait dit j'ai envie de prendre le temps, mais là, j'ai envie, là. Il y a des choses qui sont déjà prêtes, alors ? Bah, j'ai commencé, là, depuis les vacances de Noël, je me suis remise un petit peu au charbon. Et j'avoue, j'ai trop hâte, j'ai trop envie de refaire du son, là. Merci. Merci à toi.